Hello hello et bienvenue dans cet épisode bilan de la saison 3 de mon podcast Antipop. C'est la 3e saison et donc ce type d'épisode commence à devenir une habitude. J'aime bien me poser face à mon micro et vous dire avec toute transparence comment j'ai vécu cette saison. Faire un bilan de ce que j'ai testé, vous montrer encore un peu plus ce qu'il y a dans les coulisses de ce podcast, quels sont mes fails, mes victoires, des choses que j'ai apprises. Et c'est aussi l'occasion pour moi de vous donner la parole parce que vous m'avez posé des questions. Je viens de compter, vous êtes 11 à m'avoir posé des questions. Donc je suis trop contente, elles sont trop bien vos questions. Encore une fois de plus, c'est toujours mieux, hein, de donner la parole à ses auditeurs et ses auditrices, et comme moi j'ai les meilleurs du monde, ça va faire un super épisode. Alors je vais ne pas monter cet épisode, donc vous allez entendre mes lapsus comme si vous étiez dans la pièce avec moi, vous allez entendre mes hésitations et tout, mais bon, c'est fait partie du côté building public, transparence, que j'aime bien incarner. Donc c'est parti, épisode bilan de la saison 3 d'Antipop, On va commencer par une partie statistique, puisque le sujet des écoutes nous obsède tous. Moi je fais semblant, hein. Mais bien sûr que je fais pas semblant, mais ce que je veux dire c'est que j'essaye de porter un discours un peu différent en disant les écoutes ce n'est pas tout. C'est vrai que ce n'est pas tout, on peut en avoir un peu moins quelque chose à faire selon ses objectifs. C'est mon cas puisque mon podcast ça a pour objectif pour moi de tester des choses. C'est un peu mon laboratoire de création. Je regarde si les conseils que je donne ils sont pertinents, si je pourrais les affiner, etc. Donc Antipop pour moi j'ai peu d'exigences, on va dire quantitatifs. Donc je vais pas avoir des palpitations quand je vais regarder mes statistiques sur mon hébergeur au chat. Néanmoins, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant de regarder. Donc, où est-ce que j'en suis ? À date, donc nous sommes le 5 novembre. Dans 2 jours, cet épisode bilan sortira et clôturera la saison 3. Eh bien, on est à 11 117 écoutes, ou je crois que je me suis trompée, c'est soit 11 160, bon, 11 000 et des patates écoute, donc ça va, écoute, on n'est pas non plus sur un gros flop. Néanmoins, ce que j'ai remarqué, c'est que j'avais une forte progression des écoutes comparée par épisode pour la saison 1 et la saison 2. Donc saison 1, voilà, j'ai un peu construit mon audience, etc. Saison 2, ça s'est bien augmenté, j'étais à plus de 100% d'écoute. Et là, j'ai un petit aplanissement entre ma saison 2 et ma saison 3. J'ai seulement plus 38% d'augmentation de mes écoutes. Et je trouve que c'est quelque chose que je sentais un peu. Ce mois-ci, vous allez voir, j'ai testé plein de choses. J'ai mis le paquet sur la régularité, sur le nombre d'épisodes, la saison. Je vais faire le continu de... Je vais continuer à réviser un petit peu les chiffres clés de cette saison, mais bon, j'ai produit beaucoup de contenu. Néanmoins, ça ne s'est pas traduit par une augmentation exponentielle des écoutes. Donc ça, je trouve ça assez intéressant à noter, parce qu'on dit toujours que le plus t'es régulière, le plus t'es présente sur une longue durée, le plus, il va y avoir un effet boule de neige vertueux qui va faire que ton audience va augmenter. Dans mon cas, ça ne s'est pas traduit. Donc je trouve ça intéressant à noter. Parce que si on continue un peu sur les grands KPI, donc la saison 3, elle a duré avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Donc on est sur 7 mois, c'est quand même assez important, c'est une grande marge. Bon, si on met de côté le fait qu'en septembre, j'ai fait une petite pause qui n'était pas totalement prévue, mais je vous expliquerai pourquoi juste après. Donc on est sur une durée de 7 mois, j'ai sorti 28 épisodes, donc toutes les semaines, mis à part en septembre où je n'ai rien sorti, et donc on est quand même sur une bonne perf, j'ai envie de dire bravo Anne-Claire, c'était vraiment pas mal, mais j'ai remarqué que
alors que en saison 1 et saison 2, j'étais toujours sur à peu près le même nombre d'écoutes par épisode, aux alentours de 250, 300. Là, je voyais des écarts très 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 grands entre les types d'épisodes que je sortais. Donc j'ai des top épisodes qui sont mon épisode sur Lena Situation, où je vais décrypter ces techniques d'interview, ou celui où j'interviewe Marielle du blog de Neroli sur le succès de son podcast Moralité. Et donc du coup, dans les deux cas, ce sont des épisodes qui ont fait fois 3 et quasi fois 4 par rapport à mes épisodes normaux. Donc là, moi, je l'explique par le fait que dans le premier cas, Lena Situation, c'est une figure qui remporte les suffrages auprès du grand public, auprès d'un grand nombre de personnes, et que comme son podcast est disponible que sur Spotify, peut-être que des gens vont la chercher sur sur Apple Podcast, et que comme elle est juste passée dans quelques podcasts, dans la poudre et tout, mais elle donne assez peu d'interviews sur les podcasts, et peut-être que mon podcast a attiré plus de curieux et curieuses que d'habitude. Dans le cas de l'épisode avec Marielle, c'est parce que Marielle, elle était franchement géniale. Elle a vraiment mis en avant notre conversation auprès de sa communauté, en disant que c'était la première fois qu'elle parlait du podcast sur un autre podcast. Elle l'a mis en avant sur son blog, elle l'a mis en avant sur des stories, et que Marielle, elle a vraiment une communauté qui est hyper engagée, qui la suit beaucoup, et donc du coup, notre conversation a eu un effet de projecteur assez durable. Donc ça, c'était un peu les deux leçons que je tire des meilleurs épisodes. Mais par exemple, mes flop épisodes, si je reviens à ça, les épisodes qui ont été le moins écoutés de la saison, ça va être les épisodes un peu plus personnels. Donc, sur ma mini-série que je viens de sortir là à la fin du mois d'octobre, où je fais un retour d'expérience en mode building public sur l'organisation de mon événement en juin, comment j'ai fait du cadrage stratégique, comment j'ai fait la construction, l'expérience participant, etc. Donc ça a été moins écouté. Néanmoins, j'ai reçu plus de retours qualitatifs sur ce sujet-là. Et aussi un épisode où je parle de ma pratique des arts martiaux, l'épisode aussi de bilan de mon projet La Demande, qui est un autre podcast que j'ai lancé avec Anne-Fleur Andrelli au début de l'année 2024. Donc voilà, des épisodes un peu comme ça, où je vais plus parler de moi, faire un côté plus terrain, building public, retour d'expérience, que moi je trouve assez intéressant. La meuf, ouais, je trouve hyper intéressant ce que je raconte. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un contenu qu'on voit pas souvent, cette partie building public où on ouvre les coulisses. Donc pour moi, c'était un peu une manière de me différencier. En plus, c'est quelque chose qu'on va souvent valoriser quand on parle avec moi. J'aime bien quand tu parles de ton expérience, j'aime bien le côté concret, activable, j'aime bien le fait que tu testes des choses et tout. Donc je m'attendais à ce que ces épisodes aient plus de succès en termes de nombre d'écoutes, même si, je le répète, j'ai reçu pas mal en direct de retours qualitatifs là-dessus. Donc, pour moi, c'est un petit peu un casse-tête. Si toi qui m'écoutes, t'as une piste à me donner sur si t'as pas écouté ces épisodes, ou tu les as pas écoutés jusqu'au bout, t'as zappé rapidement, et que tu veux me partager ton feedback, franchement, je serais super contente d'en savoir plus. Continuons le bilan. Il y a un ratio que j'aime bien regarder qui montre la fidélisation de mon audience, donc de mes auditeurs et mes auditrices. C'est que je vais faire un ratio entre le nombre d'écoutes par mois et le nombre d'auditeurs uniques. Donc en fait, ça m'indique pour chaque auditeur, donc unique, pour un auditeur, combien d'épisodes il va écouter. Donc si je vois que le ratio est aux alentours de 1, ça veut dire que les gens
qui écoutent, ils picorent un peu, et plus on augmente, donc 2, 3, 4. Dans ma promo puzzle, je fais une petite dédicace à Gaëlle. On a un très très gros ratio, était quasi de 4, c'était inédit pour moi. Eh bien, donc plus ce ratio augmente, plus on se rend compte que les gens, ils sont mordus, ils vont écouter beaucoup d'épisodes. Et donc ça, c'est un très bon indicateur de santé de podcast. Donc moi, dans mon cas, si je regarde la santé de mon podcast, eh bien, on commence la saison aux alentours de 1,64, donc on est pas mal. J'ai une grosse baisse pendant l'été. Franchement, on baisse à 1,5. Septembre, 1,3. Donc là aussi, j'ai rien posté, donc j'imagine que c'était moins... Tu vois, mon podcast était à l'agonie en PLS, comme moi, je t'en dirai un peu plus. Et là, en octobre, je remonte, et ça remonte, on est à quasi 2, un ratio de 2. Donc ça, c'est très cool. Mais ça montre que mon audience, elle est un peu volatile, tu vois. Ça fait vraiment, si je regarde le graphique là sur Ocha, ça a vraiment des dents de scie. Donc j'ai un sujet de fidélisation de mon audience, et ça me fait dire qu'il va falloir que je refasse un sondage. J'en ai parlé plusieurs fois, je pense, à ce micro. Ça fait plein de fois que je me dis, il faut que je le fasse. Et là, je me dis, il faut vraiment que je refasse un point sur mon audience pour comprendre si ce que j'ai testé, ça leur plaît. Si mon persona d'auditeur idéal, il a évolué, si les goûts ont évolué, etc. Parce que là, je sens que, bon, ça continue d'être bien, mais j'ai des signaux faibles, on va dire, que il va falloir que j'ajuste un peu, je pense, ma ligne édito, peut-être mon format, peut-être les sujets que j'aborde avec mon audience actuelle. Donc, et un autre truc que j'ai vu aussi dans les stats intéressants, c'est que mon audience a un petit peu évolué au lancement de Antipop, donc en 2022. J'avais une audience qui était à 75% féminine, et là, avec le temps, on a diminué à 69%, donc on n'est pas non plus à 50-50, mais c'était un de mes paris de mon changement d'identité visuelle et de positionnement de début 2023, de pouvoir m'adresser à tout type d'auditeurs, d'auditrices, podcasteurs, podcasteuses, et d'être moins genrée dans la perception que les gens ont de moi. Donc j'ai l'impression que ça a bien marché. Pour en revenir à ce que j'avais en tête pour cette saison 3, donc comme je te disais, le podcast, c'est vraiment mon laboratoire pour tester des choses. Et donc, j'ai respecté cette envie, et j'ai testé plein de choses. Donc, j'ai testé de sortir un épisode par semaine pendant une grande période. J'ai testé de diffuser cet été, donc de ne pas m'arrêter cet été et de continuer à diffuser en juillet et en août. J'ai testé de faire plus d'interviews. Aujourd'hui, il y a une majorité d'interviews par rapport à la saison 2, où j'avais une majorité de chroniques solo. Et je vous expliquerai pourquoi. J'ai aussi testé de prendre beaucoup d'avance dans la production de mon podcast. Je parle des interviews. J'ai fait en mai, donc au lancement de la saison 3, un gros batch de beaucoup d'interviews, ce qui m'a permis d'avoir beaucoup d'avance sur ça. J'ai testé aussi de déléguer une partie de la production de mon podcast. Je travaille avec Gaëtane, qui est une assistante virtuelle qui travaille avec moi pour tout ce qui est l'écriture des descriptions, la création des visuels, etc. Et j'ai aussi testé des épisodes un petit peu plus perso, qui, par exemple, la chronique sur la pratique des arts martiaux, et sur par exemple, le retour d'expérience sur l'organisation de l'événement, ou de la demande, le projet de podcast que j'ai fait avec Anne-Fleur Andrelli, tout ça. Donc j'ai testé plein de trucs. Peut-être je pourrais revenir sur pourquoi j'ai voulu tester ça. Donc sur le côté fréquence hebdomadaire et sur une longue période, je voulais voir si le fait de publier chaque semaine, donc la vélocité, comme on disait avec Momo dans mon interview sur les bons indicateurs, si ma vélocité, en l'augmentant,
et en améliorant ma régularité, qui sont normalement des indicateurs qui vont faire augmenter la valeur de ton podcast, ça faisait augmenter mon audience. J'avais envie de tester ça parce que c'est vrai que c'est un peu une dogma, au sens où c'est une opinion qui est largement partagée dans le monde du podcasting, c'est de se dire, si tu publies toutes les semaines, eh ben, ton audience va augmenter mécaniquement. Dans mon cas, ça c'est pas totalement vérifié. Donc j'avais envie de tester en me disant, si tu joues le jeu, entre guillemets, de quelque chose que tu décris un peu, parce que je me suis un peu exprimée dans ma newsletter ou dans des masterclass, etc., sur le fait que publier chaque semaine, c'est pas forcément une bonne idée, ça dépend des objectifs, etc. Donc moi, j'ai voulu tester ça, et ça ne s'est pas vérifié dans mon cas. Donc, peut-être que c'est parce qu'il y a un problème de ligne édito, peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas encore analysé tout ça. Ça va être l'occasion du sondage d'analyser un peu cette hypothèse-là. J'ai testé aussi de diffuser pendant l'été, aussi pour vérifier cette opinion qui est que pendant l'été, il y a une opportunité, comme il y a moins de podcasts qui publient, moins de créateurs de contenu qui publient, il y a une opportunité, il y a plus d'espace qui se crée pour les gens qui publient du contenu. Et aussi parce que je me disais, l'été, c'est un moment d'introspection, on fait le bilan, on pense à la rentrée, et que c'est potentiellement un moment où les podcasteurs et podcasteuses vont chercher du contenu pour améliorer leur podcast, pour lancer leur podcast, etc. Donc il y a peut-être une opportunité. Spoiler alerte, mes épisodes de cet été ont moins bien marché que d'habitude. Quand je compare au stade de mai-juin par rapport à juillet et août, ça n'a rien à voir. Vraiment, ils ont sous-performé par rapport à d'habitude, ces épisodes-là. Franchement, ça a été un peu un étonnement pour moi. Alors, je me suis dit peut-être que c'est parce que j'ai moins communiqué, sachant que comme j'ai voulu quand même partir en vacances, pendant le mois d'août, j'ai envoyé une newsletter, toute ma base où je communiquais notamment sur les épisodes qui étaient publiés, mais c'est vrai que je faisais pas les stories comme d'habitude, les posts LinkedIn, etc. Donc peut-être que ça peut s'expliquer par ça. Après, je me disais, les réseaux sociaux, peut-être que c'est moins actif, voilà. Bon, j'ai fait des hypothèses, j'ai testé des trucs, ça a un peu moins marché. Si toi, t'as une explication, si toi aussi t'as choisi de diffuser cet été, je serais curieuse de voir si ça a été comme moi et ça a été un peu un flop, on va dire ça a sous-performé, ou au contraire, ça a cartonné. C'est le cas, par exemple, de Marie-Charlotte de Crush, qui fait des sagas un peu différentes pendant l'été, et elle, ça lui apporte une grosse partie d'audience supplémentaire, beaucoup de nouveaux auditeurs, mais après c'est peut-être lié aussi à son contenu, à sa thématique, qui est l'amour, qui se prête bien à l'été. Tac. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre ? Oui, faire plus d'interviews. Ouais, j'avais envie de vous expliquer pourquoi j'avais fait ce choix, parce que, à la fin de ma saison 2, je me suis rendu compte que j'adore partager avec les chroniques, j'adore transmettre. J'aime vraiment bien ce côté réfléchir à des nouvelles façons d'expliquer les choses, transmettre des nouveaux savoirs, des nouvelles compétences, des nouvelles méthodes. Vraiment, cette démarche, elle me plaît. Mais quand je me retrouve face à mon micro et que j'enregistre ma chronique et qu'ensuite je termine ma chronique, je suis épuisée. Et en fait, j'ai comparé ce niveau d'énergie à la fin d'un enregistrement d'une chronique solo qui dure 15 minutes, 20 minutes à tout casser, à une interview qui est 2 fois plus longue dans la plupart des cas, 40 minutes, 50 minutes. À la sortie d'une interview, je suis grave pumped up. Et donc du coup, en saison 2, j'avais fait beaucoup de chroniques et en fait, j'avais plus envie d'enregistrer mon podcast. Mon plaisir, il avait vraiment diminué. Je me suis dit, franchement, c'est un peu con, Anne-Claire. Toi qui prônes le plaisir, de qu'est-ce qui est important pour toi, etc. Vas-y, pose-toi la question à toi-même. Et pourquoi, à la fin de ta saison 2, t'as un peu moins de plaisir, tu t'ennuies avec ton podcast. Ça t'ennuie,
Si je rechigne un peu, c'est devenu un peu un truc, il faut le faire parce que tu as un écosystème de contenu, newsletter, etc. et que tu dois le faire. Et ça m'embêtait un peu ce côté routinier, on va dire, et la perte de plaisir. Et donc, en prenant du recul, je me suis dit, voilà, ce qui t'intéresse, c'est pas ce qui t'intéresse, pardon. Ce qui a l'air de te faire du bien, c'est discuter avec des gens, c'est le fait de mener des interviews. Peut-être aussi parce que ces interviews-là, elles reposent sur un échange avec quelqu'un, que ça alimente ta curiosité, que ça te permet d'engranger du nouveau savoir, et que ce nouveau savoir, ça te permettra peut-être de faire des nouvelles chroniques, mais voilà, suis ça, et saison 3 fait plus d'interviews et moins de chroniques. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris beaucoup d'avance sur les interviews, comme je vous le disais, et ça a bien marché parce que franchement, mon niveau d'énergie à faire mon podcast est revenu à un niveau tout à fait acceptable. Et donc, je pense qu'il y a aussi derrière ça le fait que je dois avoir... Je sais pas en fait si je suis introvertie ou extravertie, franchement ça dépend des fois, mais pour tout ce qui est création de contenu, etc., j'ai remarqué que dès que je suis en collaboration, donc dès que je vais discuter avec quelqu'un, une masterclass, une interview, c'est plus naturel pour moi, je suis plus rigolote, je suis plus moi-même. Alors que les chroniques que je faisais en saison 2, il y a un côté un peu bon élève, un peu chiante en fait. Je me trouvais un peu chiante au micro et je trouvais que je prenais plus de plaisir, je trouvais ça plus intéressant, ça répondait plus à mes objectifs et en plus je trouvais que mon contenu était plus intéressant quand j'étais en collaboration avec quelqu'un. Donc, après avoir testé plus d'interviews, je me rends compte que faire des chroniques aussi, ça manque un peu, ce côté transmission de savoir, pas toujours me reposer sur des invités. Et donc du coup, je vais tester un truc pour la saison 4, parce que oui, il y aura une saison 4. Un autre truc que j'ai testé, c'est de prendre de l'avance dans la production de mes interviews. J'ai testé ça parce que j'avais un gros enjeu de régularité. Moi, je produis beaucoup de contenu, réseaux sociaux, newsletters et épisodes de podcast, et j'en ai parlé dans une ancienne newsletter. J'ai souvent des pannes créatives, c'est-à-dire des moments où il y a rien qui sort de mon cerveau. Mon cerveau, il est complètement embrouillé, dans le brouillard. J'ai pas d'énergie, j'ai plus de créativité, j'arrive plus à formuler des phrases et tout. Bon, c'est un peu la cata, quoi. Mais donc, du coup, quand ton business, il repose sur de l'inbound marketing, c'est-à-dire créer du contenu pour se faire connaître et pour amener les gens à vouloir travailler avec toi, arrêter de publier du contenu, ça a un gros impact sur mon chiffre d'affaires. Et en tant que solopreneur, je peux pas me permettre, en fait, d'avoir trop souvent des pannes créatives. Je me le suis permis en septembre, puisque c'est ce qui s'est passé. Après avoir pris beaucoup d'avance et créé du contenu pour tout l'été, je suis arrivée en septembre et pouf, panne créative. Plus envie de rien écrire, plus envie de rien enregistrer. J'arrivais plus à trouver des idées intéressantes, des nouveaux angles, l'impression d'avoir tout dit, etc. Et donc du coup, je me suis permis d'arrêter de poster. Des newsletters et des épisodes, mais bon, ça m'est arrivé quand même, mais donc du coup, c'était pour ça que j'avais pris de l'avance et que je voulais diffuser cet été. Bon, c'est peut-être un peu brouillon ce que je raconte, j'espère que ça reste intéressant. Vous me direz ce que vous avez pensé de cet épisode bilan. Pourquoi j'ai testé des épisodes un peu plus perso ? En fait, c'est lié au fait que, comme je vous disais, à la fin de la saison 2, je trouvais que c'était un peu plan-plan, un peu routinier, rythme de croisière. Et je me suis dit, teste des choses un peu différentes pour ta ligne édito cette fois-ci. Donc, c'est pour ça que j'ai testé sur la pratique des arts martiaux, en me disant, c'est intéressant d'aller chercher quelque chose d'un peu plus incarné, qui parle un peu de moi, de le ramener au podcast. Donc, voilà, c'était vraiment un test. J'ai une question sur le sujet, donc je vais pas plus rentrer dans les détails. Je suis allée parler aussi un peu plus de ma propre expérience avec ces épisodes de la mini-série sur l'organisation de l'événement, le retour d'expérience sur la demande. Donc l'idée, c'était de vraiment adopter cette posture d'exploratrice où je teste des choses pour vous et je me dis peut-être que si je vous montre comment j'ai procédé, ça va vous inspirer pour passer à l'action de votre côté, parce que
moi, je pense que c'est le genre de contenu qui me plaise et qui m'aurait beaucoup aidé, plus sur le côté entrepreneuriat, je pense, à l'époque, et qui m'ont plu, en fait, quand je pense, moi j'adorais Génération XX, il y avait ce côté vraiment très pratico-pratique et tout. Et donc voilà, je me suis dit, qu'est-ce que t'aimes bien écouter? Quel genre de contenu tu serais fier ou ça t'amuserait de créer? Et donc du coup, ce côté plus terrain, building public, je trouvais que ça amenait du storytelling, ça amenait de l'incarnation, ça remplissait ma promesse de vous aider à passer à l'action, de vous apporter des méthodes, de la structure, de plus oser et tout. Donc voilà, c'était un peu mon pari avec ce type d'épisode de la saison 3. Bon, c'est quoi, maintenant on va en venir au crousti-crousti, c'est quoi les flops de ma saison 3? Donc, pour moi, premier flop, je vous l'ai dit, la com des épisodes cet été. J'ai dit que j'ai communiqué seulement sur ma newsletter et je me suis dit, bon, ça va être trop pour toi de communiquer aussi sur les réseaux sociaux et de prévoir tout en avance tout le contenu à produire, là, tous les posts et tout, pour être aussi présent sur les réseaux sociaux. Donc, teste un truc, tu communiquera à la rentrée. Et je vous l'ai dit, j'ai eu une grosse baisse de régime à la rentrée et j'ai moins communiqué sur les épisodes de cet été. Donc ça a pas marché quoi. Mon truc, ça a pas bien fonctionné quoi. Donc ça c'est un peu un gros flop pour moi. Ensuite, sur le sujet des chroniques, j'ai pas encore trouvé ma bonne formule. J'en ai fait un petit peu, mais un peu moins. Voilà, je suis pas super satisfaite sur mes chroniques. Le côté building public, retour d'expérience, je pensais que j'avais trouvé ma formule, mais au niveau des écoutes, c'est pas ça. Donc si ça vous plaît pas, ça sert à rien que je le fasse. En même temps, je trouve que les chroniques que je faisais comme d'habitude, peut-être qu'elles étaient pas assez fouillées, mais du coup, il faudrait que je fasse plus de recherche. Voilà, c'est un peu mon flop, j'ai pas encore trouvé ma bonne formule pour les chroniques. Un autre flop, et là c'est un méga flop les gars, et vous êtes un peu responsable de ce flop, je voudrais pas vous dire, mais c'est mes avis iTunes. J'ai eu un seul avis iTunes en 2024. J'ai posté, je sais pas combien d'épisodes, parce que là on a dit 28 épisodes pour la saison 3, mais mes autres épisodes saison 1 et 2 ont continué à être écoutés. En 2024, début 2024, en janvier, j'avais publié quelques épisodes. J'ai eu un seul avis iTunes. Franchement, ça, c'est un méga fail. Alors, je sais pas pourquoi, franchement, je sais pas pourquoi. Il y a juste Christine, merci Christine si tu m'écoutes, ton avis m'a fait trop plaisir. Je me suis même demandé si j'avais pas un bug dans la remontée au chat de mes avis. À un moment je me suis dit mais c'est parce que t'es en Espagne, et en Espagne peut-être que ça te remonte pas les avis iTunes. Bon, je me suis un peu menti quoi. Donc je sais pas. Franchement j'ai appliqué mes conseils qui sont pas mauvais quoi on va dire, et qui ont marché sur les podcasteurs et podcasteuses que j'accompagne. C'est en ça que je veux dire qu'ils sont pas mauvais, c'est que quand on me félicitait sur mon podcast, je dis si tu pouvais laisser un avis iTunes ça serait très cool et tout, mais bon voilà, si vous avez pas laissé d'avis iTunes, faites-le, ça serait trop cool. Sachant que je l'avais demandé officiellement dans un épisode où j'ai dit engagez vos je pense qu'il y a un épisode où je vous l'ai dit, je dis les gars vas-y faites-le et tout, et malgré le fait que j'ai formulé le mieux possible cette invitation, ça n'a pas été le cas. Donc peut-être que cet épisode bilan sera l'occasion pour toi qui m'écoutes de laisser un avis.
Ça serait trop cool. Pourquoi c'est trop cool ? Parce que, mais tu le sais en plus, vous êtes podcasteur, vous savez pourquoi c'est trop cool. Vous savez que ça fait trop plaisir de recevoir ce qui plaît dans votre podcast. Ça ajoute à la motivation. On sait que ça va aussi jouer dans la crédibilité du podcast. Ça va jouer sur plein de choses. Donc voilà. Si en m'écoutant tu te dis, elle l'a bien mérité, elle aura jamais mon avis, viens me dire pourquoi, je serais curieuse. Et si tu dis, ah merde, ouais, c'est vrai, c'est pas cool, je pourrais lui en laisser un, ça serait trop chouette que tu le fasses. Et si tu le fais suite à l'écoute de cet épisode bilan, si tu mets un petit emoji patate, allez, un petit emoji patate, ça me fera un signe que c'est cet épisode bilan qui t'a décidé. Ça serait cool. Ça sera notre petit code. Voilà, donc je vous propose maintenant de vous donner la parole, mes auditeurs, auditrices, et parce que, comme d'habitude, j'ai fait un appel aux questions, parce que j'aimerais bien savoir, moi j'aime bien voir ce qui vous intéresse, et que vous avez des super questions. Donc là, j'ai 11 questions, et je vais commencer à les dérouler. Donc, il y a Pamela du podcast Quelque chose à vous dire qui m'a dit: quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné à propos du podcast et celui que tu donnes le plus souvent? Alors, le meilleur conseil qu'on m'ait donné à propos du podcast, c'est de abandonner Audacity et de commencer à monter sur Reaper. C'est Claire Géano du podcast, de l'ancien podcast Pile, qui est plus actif, qui m'a dit: meuf, suite à une énième story où je me plaignais du fait que Audacity m'avait planté, elle m'a contactée en DM, elle m'a dit: Anne-Claire, franchement, arrête de t'emmerder avec Audacity, passe sur Reaper. Et c'était pas la seule à me l'avoir dit. Il y avait Marie de Maman Boss. Bon, vous étiez plein à me l'avoir dit, tous les convertis à Reaper. Et j'avoue que j'avais un peu la flemme il y avait un peu cet obstacle de dire, j'ai déjà galéré à prendre mes marques sur Audacity. Qu'est-ce qui ferait que ça serait encore mieux sur Reaper? On n'y croit pas, en fait, que ça sera mieux sur Reaper. On a la flemme de reprendre ses marques et tout. Et en fait, ça a été une révélation, cet outil-là. Déjà, c'est assez facile de prendre ses marques. Claire, elle m'a montré les raccourcis et tout. Et ça a divisé par 2 mon temps de montage Reaper. Donc, c'est vraiment génial. Et c'est tellement génial que j'ai fait une masterclass avec Benjamin Roa pour continuer à creuser tous les secrets de ce logiciel de montage, parce qu'en fait, c'est très facile de gagner du temps, il y a des raccourcis, il y a des choses qui s'automatisent, c'est vraiment génial. Donc, si tu m'écoutes et que tu montes encore sur Audacity, pas sur Reaper, c'est gratuit, c'est beaucoup plus facile, ça va te faire gagner du temps, et on sait que le temps, c'est précieux quand on a un podcast. Ensuite, quel est le conseil que je donne le plus souvent? À part dire abandonne Audacity, c'est quand tu sens que t'es pas satisfait de ton podcast, que tu sens que tu commences à stagner, c'est de revenir à tes objectifs et à pourquoi toi, en tant que personne, tu fais ce podcast, qu'est-ce qui te fait kiffer, qu'est-ce qui t'apporte du plaisir, parce que moi je suis persuadée que si on satisfait pas en premier lieu la personne qu'on est et un peu des souhaits qu'on a, même si c'est des souhaits qu'on s'avoue pas, si on satisfait pas ces objectifs vraiment très profonds qu'on a avec notre podcast, et qu'on suit trop les injonctions, on perd le plaisir, on fait les choses un peu en mode robotique et tout. Donc le conseil que je donne le plus souvent, c'est de revenir à soi et à pourquoi on fait ce podcast et qu'est-ce qu'on a vraiment envie d'accomplir avec ce podcast-là. Ensuite, question de Isabelle du podcast L'entrée des coulisses. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne referais pas ou différemment? Oui. Je pense que c'était une bêtise. Bon, je l'ai fait pour tester et tout, mais je pense que c'était une connerie de continuer à diffuser pendant l'été. Tout en sachant que je voulais vraiment m'arrêter pour avoir des vacances. Et en fait, et tout en sachant aussi, ça je ne l'ai pas dit, mais que je lançais en même temps le recrutement pour la promo numéro 7 de mon programme Puzzle, ce qui me demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, etc. Et donc un peu mon côté à vouloir toujours trop faire, en fait, à faire toujours plus, et à un peu
Voilà. Donc, si je devais faire les choses différemment, je ferais une vraie pause cet été, tout en profitant de mon avance pour programmer à la rentrée les épisodes que j'avais et être pleinement disponible pendant l'action de communication. Parce qu'en fait, mine de rien, je pense que même si j'étais en pause en août, je devais avoir une charge mentale de est-ce que les épisodes ils sortent bien, tiens, est-ce que ma newsletter je l'ai bien programmée, etc. Et en fait, finalement, j'ai voulu avoir le beurre et l'argent du beurre, ou je sais pas, ménager le chou et la chèvre. Bref, je referai pas ça. Ensuite, deuxième question d'Isabelle, c'est « As-tu reçu un retour, une remarque qui t'a étonné ?» Oui, tout à fait. Et ça, c'est un retour de Marie-Charlotte du podcast Crush, qui m'a interviewée pour son podcast. Elle m'a proposé de raconter la rencontre avec mon mec. Et en fait, suite à cet épisode, elle m'a dit « Ah mais Anne-Claire, c'est marrant, parce que pendant l'enregistrement de cet épisode, la façon dont tu racontes ton histoire, etc., j'ai découvert un côté de toi un peu rigolote, quoi. T'aimes bien faire des blagues, t'as un côté un peu, bout en train, et je l'avais vraiment pas du tout perçu dans ta communication auparavant. Donc ça m'a vraiment étonnée, et ça a un peu fait écho à une réflexion que j'ai sur la marque personnelle, qui est que j'ai un côté structuré, j'ai un côté... je structure bien mes newsletters, mes contenus, etc. Et j'ai peut-être un côté un peu calme et tout, mais en fait, ça, c'est un peu... Méfiez-vous de l'eau qui dort, en fait, à l'intérieur de moi. Ça bouillonne tout le temps de 1000 idées. C'est vraiment le bazar dans ma tête, pour pas dire le bordel. Et donc, j'ai vraiment ce côté vraiment très créatif, mais que j'ai dû structurer en devenant en quittant le salariat et en devenant entrepreneur. J'ai dû structurer pour passer à l'action, parce que sinon, si c'est toujours le bazar, on se disperse, on perd son énergie, etc. Et donc du coup, peut-être que je suis allée un peu trop dans le côté structure. Et donc quand MC m'a dit ça, ça m'a un petit peu piqué, on va dire. Je me suis dit, ah merde, encore une fois, il y a quelqu'un qui pense ça de moi. Et aussi, ça m'a donné comme un peu un élan, en mode, mais vas-y meuf, tu t'es trop éclatée à faire ta rigolote au micro de MC. Qu'est-ce que t'as à perdre aussi d'ajouter plus de toi, plus de ta personnalité aussi dans ton contenu dit professionnel, parce que mine de rien, je pense qu'il y avait un peu une peur de mon côté que de montrer cette partie-là de ma personnalité, ça donne une image de moi qui soit moins professionnelle, qu'on me fasse moins confiance, que soit moins carré. Alors tout ça, c'est dans ma tête, hein. Je sais très bien ce que je dis aux gens sur l'image de marque personnelle, que plus on se montre authentique, etc., plus on crée un lien d'attachement. Ça, je sais tout ça. Mais bon, parfois, on a aussi ces angles morts, et cette remarque de MC a été super utile pour moi. Je vois que je parle, il reste encore beaucoup de questions, donc je vais enchaîner. Il y a Steph qui m'a demandé « As-tu récupéré depuis l'événement ?» C'est Steph du podcast J'ai peur, donc j'y vais, un super podcast qui aussi fait partie d'un groupe de codev que j'ai créé ici à Barcelone qui s'appelle les Cafés Convenus. Et donc Steph, elle a vu les coulisses de l'organisation de l'événement, surtout des moments où j'étais un peu au bout du rouleau de l'ampleur de la tâche. Mais oui, j'ai récupéré. Clairement, l'été a fait du bien. Et j'ai sous-estimé peut-être le fait d'enchaîner un si gros événement avec le lancement d'une promo puzzle juste après. Mais en fait, cet événement, il a été si porteur pour moi. Ça a été une si belle expérience, tant dans l'avant avec la co-construction que le pendant avec tout, vraiment la super énergie que j'ai senti des participants, les feedbacks et tout, que vraiment ça valait le coup de toute cette fatigue que ça a créé bien sûr chez moi. Cassandre, donc du podcast Écolo au boulot, qui est aussi dans la promo 6 de Puzzle. Comment tu décides du rythme de sortie de tes épisodes ? Je crois que j'ai pas trouvé de logique précise. J'adore ton honnêteté, Cassandre. Et je t'avoue ça a été un peu un poil à gratter cette question, parce que, comme je le disais dans la première partie de mon bilan, moi j'étais super fière de moi. J'ai fait
une fréquence hebdomadaire très classique, des saisons très classiques. Alors peut-être que tu as observé le fait que je n'ai pas sorti d'épisode en septembre. En fait, ça c'est lié au fait que j'ai eu un contre-coup à la rentrée. Je pense que je sais pas, j'ai passé des trop bonnes vacances. J'avais accumulé peut-être beaucoup de fatigue au long de l'année. On a parlé de l'événement avant. Et du coup, à la rentrée, je suis arrivée, mais j'étais chiffon carpette, vidée, aucun jus. Et donc, du coup, j'étais pas capable de sortir des nouveaux épisodes. Donc j'ai fait une pause. Donc, peut-être tu fais référence à ça. Sinon, dans les saisons 1 et les saisons 2, ce que je disais, c'est que j'étais pas assez régulière, donc il n'avait aucune logique. Je suis bien d'accord avec toi. Mais on va dire que on est toujours work in progress sur ce sujet de l'organisation, de la fréquence, tout ça. Donc ça m'étonne pas que tu te poses ces questions-là. Question de Seb, qui me l'a posée sur le Discord de EcoFactory. Est-ce que pour ta 3e saison, tu as pu gagner du temps dans tes processus autour du podcast, préparation, montage, diffusion, promotion? Est-ce que tu peux détailler et quantifier ces tâches? Alors, rentrer dans le détail et quantifier, peut-être que je pourrais faire, tu me donnes l'idée de faire un épisode chronique, peut-être autour de ça, sachant que j'ai envie de mettre en place des sujets d'automatisation suite à mon épisode avec Michael, qui est un super épisode, je vous encourage à le regarder. Alors pour te répondre brièvement, eh bien oui, j'ai pu gagner du temps. Moi, je continue de travailler avec Notion, où j'ai mis en place tout un tableau de bord avec des templates où j'ai déjà toute ma structure de chronique mise en place, ou toute ma structure d'interview. Pour le montage, j'ai utilisé Reaper. Pour la diffusion et la promotion, j'ai travaillé avec Gaëtan Cariou, qui est donc mon assistante virtuelle, qui m'a beaucoup aidée, grâce notamment aussi à l'aide de ChatGPT, à écrire toutes les descriptions, notamment. Sur la promotion, moi je travaille avec des templates sur Canva, donc ça aussi... on va dire que cette 3e saison, j'étais vraiment en mode rythme de croisière, amélioration continue. Donc j'ai un process bien rodé. Ça m'empêche pas d'être en last minute parfois. Gaëtan ne pourra pas dire le contraire. Pardon Gaëtan, si tu entends ce message. J'aimerais bien continuer à améliorer ce process avec l'automatisation, et du coup, j'entrerai en détail dans un prochain épisode. Merci pour ta question, ça m'a donné une idée. Estelle du podcast Futur Chien Guide, est-ce que tu as déjà pensé à le sponsoriser, mon podcast, et si oui, avec qui? Non, pour moi c'est pas un podcast qui se sponsorise, parce que je te disais, moi c'est vraiment mon laboratoire de création. Si je réfléchis à un offre de partenariat financier, ça sera peut-être quelque chose sur de la co-création de contenu, d'organiser des challenges, vraiment d'être sur un partenariat plus profond et plus complet que seulement de la sponsorisation, parce que c'est ça qui m'amuse, et que le fait de sponsoriser un podcast, je l'ai déjà fait avec la demande, avec cet objectif de se dire j'ai envie de trouver un sponsor, tac tac tac, et voilà ce que ça fait. Et je pense pas que Antipop ce soit un podcast que j'ai envie de sponsoriser. Johanna, alors comment tu planifies le thème central d'une saison, et que fais-tu si un épisode ne rentre pas dedans, mais que tu tiens vraiment à aborder ce sujet? J'ai pas vraiment de thème central pour une saison. C'est plus une intention. Là, pour la saison 3, je vous disais, c'était plus le côté retour d'expérience, building public, voilà, ce côté un petit peu plus terrain, expérimental et tout. Les interviews que je planifie, mes invités, je les choisis vraiment en fonction soit de sujets que moi j'ai envie de creuser, des demandes qu'on va me faire, ou par exemple l'automatisation, c'est une demande qu'on m'a faite, et du coup j'ai réfléchi à la bonne personne pour faire intervenir, à faire intervenir sur ce sujet. Ou sinon c'est juste parce que je rencontre une super personne et je me dis tiens, j'ai envie de t'inviter, j'ai envie qu'on passe un moment autour d'une interview, et voilà. Donc c'est vraiment à la one again, on va dire, les interviews. Ma ligne édito est pas trop, en tout cas sur le podcast, centrée autour d'un fil rouge.
Je vais creuser des grandes thématiques, donc ça va être la monétisation, le côté stratégique, il y a eu un peu de tout. Je dirais un peu mes grandes thématiques, stratégie, communication, création de communauté, monétisation, mais je ne me borde pas sur les thématiques liées au podcast. Si j'ai envie d'aborder un thème qui ne rentre pas dans ma ligne édito plus classique du podcasting, comme par exemple les arts martiaux, et en plus, pour être tout à fait honnête, ça me tente de plus en plus. J'ai envie de donner plus mon avis sur des trucs un peu plus larges de l'entrepreneuriat, de faire des décryptages un peu plus d'artistes. Par exemple, Sofiane Pamar, c'est un pianiste que j'adore, dont j'ai envie de décrypter un petit peu la stratégie marketing. Ce genre de choses, être un petit peu plus large. Je me pose la question, peut-être qu'il y aura des épisodes dans la saison 4 qui seront un peu plus, hors sujet. Et ça sera du coup des hors-séries, je pense. On verra. Sophie, du podcast French Tutors. C'est pas vraiment une question, mais plutôt une réflexion. J'ai beaucoup aimé les épisodes plus personnels, par exemple celui où tu parles de la pratique des arts martiaux. Ça m'a permis de créer plus de liens et de me rappeler que nous sommes toutes humaines avec nos doutes, nos difficultés. Et que ce qui se passe hors du travail a une incidence sur le travail. C'est ce qui se passe hors du podcast a une incidence sur le podcast. Est-ce que tu penses que tu en enregistreras d'autres ? Comme je viens de le dire, moi j'aimerais bien en enregistrer d'autres. Et c'est trop cool ton commentaire parce que comme je te disais, quand je regarde les stats, il a moins bien marché. Alors je me suis dit je me suis peut-être un peu emballée. Peut-être que la meuf elle raconte sa pratique du Mujendo ou de la self-défense et personne n'a rien à battre la coquillette. Mais des retours comme les tiens, très qualitatifs, et ils m'encouragent à le faire. Donc merci. Et toi, si tu as pas écouté cet épisode, écoute-le. Peut-être que tu t'es dit, mais pourquoi elle me parle d'arts martiaux ? Et donc et après que tu l'as écouté, si t'as envie à me donner négatif ou positif, genre en mode, fonce meuf, c'est trop bien, ou tu t'es un peu emballé Anne-Claire, n'hésite pas à venir me le dire. On termine par les 3 dernières questions. Stéphayako, qui me pose la question de est-ce que ton expérience avec la demande a eu un impact sur ton propre podcast, nouvelle méthodologie, comment gérer 2 podcasts en parallèle, mutualisation et tout. Oui, ça a eu un impact sur Antipop, carrément. Déjà, de tester ce côté storytelling en duo, ça m'a trop plu. Et je pense que ça vient aussi de là, mon envie de, raconter plus des choses sur l'entrepreneuriat, des choses un peu plus larges, un peu plus storytellé. Je pense que ce déclic a été renforcé par mon gros coup de cœur pour un podcast qui s'appelle Tchatcheuse de Marie de Brouwer, où en gros elle raconte que des blagues devant un micro, et j'avoue que je me marre trop, que j'ai bingé ce podcast lors de mon mois de septembre où j'étais en énergie zéro, et ça m'a fait trop du bien. Et donc du coup j'ai envie de rajouter un peu plus de d'humour, de raconter la vie, un peu ce côté, la vraie vie qui t'a plu, Sophie, si je fais référence à la question d'avant. Et donc ça a eu un impact sur moi. Ensuite, travailler avec Anne Fleur, c'est une vraie expérience. Elle est hyper carrée, hyper méthodique. Elle a, au fur et à mesure des épisodes, en plus, moi je vois qu'elle a structuré une méthode de plus en plus journalistique et tout. Donc c'était super inspirant de travailler avec elle. Et ensuite, sur le sujet de la mutualisation, en fait, j'avais tout de suite pensé à la demande comme un projet laboratoire, de me dire tiens, je vais essayer de le sponsoriser pour montrer ensuite à ma communauté de EcoFactory ma méthode, pour les inspirer et tout. Tiens, ce qui est intéressant, c'est que je pourrais aussi faire mon retour d'expérience de la demande sur Antipop, parce que cette expérience-là, elle peut être intéressante par le format du storytelling, par tout ça. Donc effectivement, ça a eu un impact sur mon propre podcast et ça a été assez inspirant. Ensuite, sur le fait de gérer 2 podcasts en parallèle, je l'ai pas fait parce que quand on a sorti le
podcasts, tous les épisodes de la demande, c'était février, mars, avril. Et j'étais en pause la plupart du temps sur Antipop. Et moi, je te confirme que je ne pense pas que je suis faite pour avoir 2 podcasts en parallèle. Je pense que je perdrais la boule carrément. Isabelle du podcast Injonction et Bistouri. Est-ce qu'il t'arrive de douter sur l'opportunité d'inviter tel ou tel invité ? Tout à fait, Isabelle. Parfois, j'ai mon syndrome de l'imposteur qui réapplique au galop et je me dis non mais c'est même pas que je doute de moi, c'est que dans ma tête, je n'observe même pas cette opportunité, cette éventualité. Je me suis rendu compte après coup que je m'étais empêchée de contacter un tel ou un tel parce que j'étais un peu, entre guillemets, impressionnée, alors que je les ai rencontrés au Paris Podcast Festival quelques semaines après, et le convent est super bien passé et tout, et que, en fait, je m'étais fait des montagnes. Donc, oui, ça m'arrive de douter, carrément. Je suis sûre que je me mets encore des plafonds de verre dans ma tête, des plafonds de verre mentaux sur... j'arrive même pas à imaginer inviter, je sais pas moi, on va dire le gratin du podcast, Mathieu Stéphanie, Pauline Léniaud. En fait, c'est même pas que... Je sais pas, en fait. Au début, je me disais, ma ligne édito, elle intègre pas des stars, parce que j'ai vraiment cette approche terrain de comment les vrais gens font dans la vie. Et certaines personnes qui sont allées vraiment très loin, en fait, aujourd'hui, leur expérience, elle est certes inspirante, mais elle dit rien du quotidien et des contraintes actuelles des podcasteurs indés, qui sont ceux à qui je m'adresse. Donc voilà, c'est intéressant. Je vais continuer à réfléchir sur ta question. Pour le moment, je suis sûre que oui. Est-ce que tu les choisis parfois en fonction de leur notoriété, du nombre de followers ? Pas du tout. Absolument pas. Ah si, oui. Bah oui, pour donner un exemple concret. Marielle du blog de Neroli, ça faisait un bout de temps que j'avais envie de l'inviter, parce que Marie Maman Boss m'en avait parlé. Et en fait, je me suis dit, oh mais non et tout, elle a quand même 60 000 followers, ça va pas l'intéresser et tout. Et en fait, une deuxième personne m'en a parlé, je me suis dit, bon, en fait, quand plusieurs personnes me parlent de la même personne, je me dis, c'est un signe, il faut que tu y ailles. Donc j'y suis allée et j'ai bien fait parce que Marielle a tout de suite accepté. C'était un super épisode qui a été beaucoup apprécié, elle a beaucoup relayé et tout. Donc oui, j'ai douté, mais j'aurais pas dû douter. Et est-ce que je choisis les invités en fonction de leur notoriété ? Non, mais pas du tout, pour la raison que je viens d'expliquer sur ma ligne édito. Mais peut-être que je devrais plus faire si je voulais aller chercher plus d'audience. Est-ce que ça sera ma stratégie pour ma saison 4 ? Rien n'est moins sûr, mais on verra. Adrien, du podcast Pour toutes ces bonnes raisons, qui fait partie de la promo 7 de Puzzle, me demande si j'avais une baguette magique virtuelle et digitale. Qu'est-ce que je changerais et qu'est-ce que je ferais évoluer ? Eh ben, je pense que ce que je changerais, ce que je ferais évoluer, c'est de plus être toute seule derrière mon micro, pour la raison que j'avais abordé du fait que je me sens épuisée après les chroniques, alors que je trouve ça trop cool de partager ce type de contenu, plus méthode, conseils et tout. Donc, si j'avais une baguette magique, je louerais une journée par mois un studio à Barcelone, là où j'habite, avec une copine podcasteuse et une journée par... j'ai dit par semaine ou par mois ? Non, par mois. Une semaine... Ah, putain. Oh, j'ai dit un gros mot, pardon. Une journée par mois, je m'en mêle un peu les pinceaux, pardon. J'enregistrais un max de contenu, mais à 2, où on se renvoie la balle. Et c'est aussi, du coup, un impact que la demande a eu sur mon podcast, c'est que j'ai vu que discuter à 2, ce côté, on se renvoie la balle, on fait des blagues, tu vois, on renchérit l'une sur l'autre. Je trouvais ça trop cool et que j'avais envie d'intégrer ça dans Antipop. Donc à voir pour la saison 4. J'ai déjà proposé à des copines podcasteuses ici de le faire. Après, il faut trouver la bonne formule, il faut trouver le bon contenu. Mon idée, c'était de se dire que on faisait des mini-séries à 2. Voilà, je vous dirai. Bon, bah j'espère que... Là, je suis arrivée à la fin des questions.
Waouh, il est long quand même cet épisode. J'espère que vous êtes toujours là. Si vous êtes toujours là, je vous fais un gros un gros poutou. Vous êtes des petits cœurs de beurre. Merci de m'avoir écouté. Du coup, le bilan de la saison 3 en 2 temps, 3 mouvements, c'est que je suis fière d'avoir tenu la cadence. Je suis fière d'avoir sorti quand même 28 épisodes. Je suis trop une belle gosse sur cette saison 3. D'avoir tenu la durée aussi de plusieurs mois, quasi 7 mois, même si moi, il y a une grosse pause en septembre, mais vous avez compris que j'avais pas trop le choix. Et je suis contente d'avoir testé plein de trucs. Et pour la saison 4, je me souhaite de continuer à m'améliorer sur le process, notamment en intégrant l'automatisation, de continuer à donner un peu plus de moi avec des chroniques où je montre plus ma personnalité, je parle un peu plus de la vie en général, on va dire, et de me trouver un ou une compagnonne pour continuer d'enregistrer des chroniques, mais en duo. Voilà. J'espère que ce bilan vous a plu. Dites-moi, venez me dire sur Instagram @ecofactory ou sur LinkedIn Anne-Claire Leca ce que vous en avez pensé. J'ai soulevé plein de questions, je vous ai demandé plein de choses. Venez me dire ce que vous en pensez. Me laissez pas toute seule. Vraiment, c'est super important pour moi d'avoir vos avis. Et ça m'aidera à préparer une saison 4 qui sera au plus près de vos attentes et de vos besoins, qui vous fasse kiffer. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a été utile. Pour encore plus de conseils, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Et si c'est déjà fait, viens partager avec moi sur Instagram ou sur LinkedIn les idées que ce podcast t'a inspirées. On se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode.